L'univers est quelque chose de mystérieux, réglé à la perfection par des paramètres extrêmement complexes. Pour certaines personnes, il est si intrigant qu'il fait peur. Parce que la nature primitive de l'homme est d'avoir peur de ce qu'il ne connaît pas. Et en même temps, on ne peut pas nous en vouloir. On est 8 milliards sur un bout de roche, relativement petit dans un univers infiniment grand. Tellement grand que juste théoriser ses frontières est quasiment impossible, pour le moment. Ça donne le vertige. Mais l'univers en soi n'est pas quelque chose d'effrayant. C'est même fascinant. Non, ce qui fait réellement peur, c'est cette obscurité totale. Au début, on le croit vide, glacé, silencieux. Puis d'un coup, un projecteur s'allume. Un photon. Une particule de lumière traverse le noir et tout s'anime. Les galaxies, les nébuleuses, les planètes. Et en réalité, c'est là qu'on se rend compte que rien n'existe vraiment, tant que la lumière ne l'a pas touché. Et oui, la lumière, messagère universelle des interactions entre objets de toute taille, tout le temps, partout, pour tout le monde, des particules aux astres. Et d'ailleurs, si vous suivez la chaîne, ou que vous le savez déjà, vous savez que sa vitesse est extrêmement rapide. On l'a tous entendu au moins une fois dans notre vie. La lumière file à environ 300 millions de mètres par seconde. Le temps de dire lumière, elle a déjà bouclé 7 fois le tour de la Terre. Et cette planète sur laquelle vous êtes actuellement en train d'écouter ou de regarder cette vidéo. Et pour ça, merci beaucoup et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Hyper content de vous retrouver aujourd'hui, vraiment je suis trop content de tourner cette vidéo là. Je sens qu'elle va être hyper intéressante et je suis sûr qu'elle va vous plaire, enfin j'espère. Mais moi j'ai une question parce que je vous l'avais déjà posée mais trop peu de gens ont répondu et j'ai envie d'avoir des réponses, vraiment. Je veux savoir avec qui et comment vous regardez mes vidéos, vraiment. J'ai compris ça y est que vous regardez mes vidéos la nuit pour vous endormir, ça j'ai compris. Mais je veux juste savoir si vous regardez sur ordinateur, sur écran ou alors même sur télé. Et si par exemple c'est sur télé, est-ce que vous regardez avec votre famille, des amis ou alors vous regardez mes vidéos seuls? Par exemple, je sais qu'il y a une mère de famille qui est venue me voir en commentaire et qui m'a dit qu'elle regardait mes vidéos avec ses enfants, ses 2 enfants il me semble, et qu'ils adoraient tout ça et c'est même eux qui demandaient de regarder les vidéos. Enfin c'est génial, voilà. Dédicace à vous tous, merci beaucoup. Et vous la ratez pas, évidemment la fameuse dédicace suprême de la vidéo, c'est à Ninja Tundra que je la fais. Voilà, parce que cette personne a rejoint la chaîne récemment et pour ça, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à la rejoindre, ça vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs comme voir les vidéos en avant-première. Et moi de mon côté, ça m'aide énormément. Vraiment, vous n'avez pas conscience de ça, mais ça m'aide beaucoup. Je vous mets ici aussi les 2 QR codes ou le lien en description pour rejoindre le canal Les Aéronautes sur Facebook ou Instagram. C'est un canal en fait où je vous envoie directement à vous des messages dès qu'on fait une grande découverte d'actualité dans le domaine de l'astronomie. Et croyez-moi, il y a bientôt 100 000 membres sur Instagram. Les gens sont pas déçus, donc vraiment, s'il vous plaît, rejoignez-le. Je vous embête pas plus. On est parti. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Dites-moi vos avis en commentaire. Et sur ce, let's go. On est 8 milliards sur un caillou minuscule, à peine éclairé par un lampadaire cosmique, flottant dans un vide obscur, régi par des lois dont les valeurs dépassent notre entendement. Mais pourquoi la lumière file-t-elle aussi vite? Eh bien, la réponse elle est très simple. Parce qu'elle n'a pas de masse. Et qui dit pas de masse, dit aussi pas d'inertie à traîner. En réalité, c'est un paquet d'énergie pure, une onde, une oscillation du champ électromagnétique. Cette vitesse, aussi appelée célérité, ou juste c, n'obéit qu'aux équations de Maxwell, qui imposent une vitesse unique, celle qu'on lui connaît. Autrement dit, cette vitesse sort du vide lui-même. Elle est tissée par la nature des champs électriques et magnétiques. C'est comme si l'univers l'avait gravée, dans sa charpente. La cadence maximale à laquelle l'information peut voyager. Et personne ne peut la rattraper. Un proton peut tourner si vite qu'il peut frôler cette vitesse à un cheveu près, mais jamais plus. Parce que dès qu'un objet doté de masse approche cette barre fatidique, son énergie cinétique gonfle comme un ballon. Il faudrait une puissance infinie pour franchir la ligne. La lumière, elle, est née de l'autre côté. Voilà pourquoi la célérité est littéralement devenue le gendarme cosmique. Einstein en a fait la clé de la voûte de la relativité. Pour conserver cette vitesse limitée, l'univers accepte de courber le temps, de raccourcir les distances, de mélanger l'espace et l'énergie. Tout se plie, sauf la vitesse de la lumière. C'est ce qui est écrit dans les manuels scolaires, gravé dans le système international et collé sur les posters d'Einstein. Et jusqu'à aujourd'hui, cette vitesse était considérée comme fixe, constante, invariable. Mais aujourd'hui, la valeur de ce paramètre est de plus en plus discutée. Certains chercheurs pensent même que la vitesse de la lumière serait variable. Alors pourquoi aujourd'hui certains cosmologistes osent-ils imaginer une lumière variable ? Pourquoi se compliquer la vie à modifier une valeur que tous les grands chercheurs ont considérée invariable jusqu'à présent? Eh bien parce qu'en coulisses, l'univers garde quelques secrets mal rangés. Un fond diffus cosmologique devenu homogène trop vite, une géométrie étonnamment plate, des constantes qui sont trop bien ajustées. On va pas se mentir, admettre que la vitesse de la lumière est variable revient à contredire absolument tous les calculs qui ont été faits quand on l'a considérée constante. Et donc, notre vision à l'échelle des principes fondamentaux de l'univers. Autrement dit, toucher à cette vitesse, c'est risqué.
mais ça pourrait éclairer des zones d'ombre que même l'inflation cosmique ne dissipe pas complètement. Mais avant de sauter dans ces théories casse-cou, on doit comprendre pourquoi la lumière est considérée comme intouchable. Qui l'a mesurée, comment et comment Einstein en a fait la clé de la voûte du temps et de l'espace. Et pour ça, on va faire un petit retour dans le passé. Direction l'Antiquité pour rencontrer le génie de son époque, Aristote. Chez lui, la lumière est quelque chose d'instantané, c'est-à-dire qu'elle jaillit en même temps qu'elle atteint l'œil. Pas de distance, pas de délai, un véritable claquement de doigts cosmique. Mais plus tard, cette idée d'instantanéité ne fait pas consensus. Il faudra alors attendre le XVIIe siècle pour que Galilée tente enfin une expérience pour mesurer la vitesse de la lumière. Il place deux personnes possédant chacun une lanterne sur deux collines séparées d'à peine 1 kilomètre. L'un ouvre sa lanterne et dès qu'il voit la lueur de l'autre, il lève son couvercle en retour. Galilée chronomètre le délai et conclut, dépité, qu'il ne mesure que la lenteur du réflexe humain. C'est-à-dire le temps qu'il lance le chronomètre, le délai était fini. Et donc, le résultat est nul. Mais ça veut pas dire qu'on n'en a rien tiré. On a quand même avancé dans notre conception même de la lumière et de sa vitesse. La vitesse de la lumière, si elle est finie, dépasse allègrement toute mécanique primitive. Mais alors, quand est-ce qu'est calculée la première valeur de la vitesse de la lumière ? Eh bien, il faut patienter jusqu'en 1676 pour l'obtenir presque par accident. L'astronaute danois Ole Rømer, qui observait les éclipses de la lune Io, remarque que le timing varie selon la place de la Terre sur son orbite. Il en déduit un délai de 22 minutes pour traverser le diamètre terrestre. Il détermine donc alors que la lumière file à près de 220 km par seconde. Mais la marge entre notre valeur actuelle et celle-ci est gigantesque. C'est pourquoi on va faire un petit bond dans le temps pour se retrouver au milieu du 19e siècle. Une époque où Paris regorge d'inventions. C'est là que le physicien Hippolyte Fizeau tente de recalculer la célérité. Il installe une roue dentée de métal contenant pas moins de 720 dents aiguisées comme des lames. Il envoie un faisceau à travers les interstices pendant que 8 km plus loin, un miroir latent. Il envoie un faisceau à travers les interstices, sachant que 8 km plus loin, un miroir latent. Et si la roue tourne assez vite, la dent suivante bouche le trou, et le faisceau ne revient plus. Il fait quelques essais, et en lisant la vitesse critique de son expérience, Fizeau découvre la première valeur précise de C, 313 km par seconde. À la Sorbonne, une fois encore, on applaudit. Mais à l'époque, sur le plan découverte, Fizeau est en compétition avec un autre physicien français, Léon Foucault. Il n'était pas du genre à laisser la gloire filer. Alors Foucault reprend l'expérience de Fizeau et remplace la roue par un miroir tournant. L'astuce réduit la distance et dompte la turbulence de l'air. Résultat, 298 000 km par seconde, avec une incertitude réduite à l'échelle de distance utilisée. On se rapproche grandement de la valeur moderne connue à ce jour. Mais c'est toujours pas assez. À l'époque, il y a aussi une autre théorie qui circule, et qui préoccupe de nombreux chercheurs, la théorie de l'éther. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, je vais faire assez vite, puisque c'est surtout le dénouement de cette théorie qui est intéressant. Alors la théorie de l'éther supposait qu'un milieu invisible et immobile, appelé éther unifère, remplissait tout l'espace et servait de support à la propagation de la lumière, un peu comme l'air pour le son. Elle était dominante jusqu'au 19e siècle parce qu'on pensait qu'une onde ne pouvait se déplacer sans support. Pourtant, une énigme persiste. Si la Terre vogue dans une sorte de fluide d'éther censé porter de la lumière, on devrait sentir un vent, une différence de vitesse selon la direction du faisceau. C'est alors que le physicien américain Albert Michelson, considéré comme l'as du miroir, et Édouard Morley s'associent pour vérifier l'existence de l'éther. En 1887, ils construisent un interféromètre géant, 2 bras perpendiculaires de 20 mètres, un détecteur aussi sensible qu'un détecteur sismique. Ils cherchent une dérive minuscule pour détecter ce fameux éther, mais rien, zéro, pas l'ombre d'un souffle. Un échec total pour valider la théorie de l'éther. Le résultat fait trembler la physique. Si l'éther n'existe pas, alors pourquoi la lumière garde-t-elle la même allure, peu importe le mouvement de la source? Eh bien c'est précisément ce paradoxe qui poussera un jeune employé de brevet, Albert Einstein, à renverser la table. Ce jeune apprenti part d'un postulat très simple. Plutôt que de forcer la lumière à céder, on laissera l'espace et le temps se plier. C'est comme ça qu'en 1905 naît la relativité restreinte, une avancée plus que majeure dans notre compréhension de l'univers. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Avec les 2 guerres mondiales et la course à la technologie la plus performante, le XXe siècle voit pleuvoir des perfectionnements. Laser rubis, maser à hydrogène, cavité résonante sous argon liquide, bref, chaque décennie, le monde scientifique zoome vers une incertitude de plus en plus proche de zéro. Et en 1983, on grave dans le marbre que C égale 299 792 458 mètres par seconde. Et on redéfinit le mètre comme la distance parcourue par la lumière
en 1 sur 292 792 458 secondes. Je sais pas si vous vous en rendez compte. 1 mètre, c'est une fraction de la distance parcourue par la lumière en 1 seconde. Et oui, elle fait mal à la tête celle-là. En gros, si vous alignez environ 300 km de câble, la lumière ne mettrait qu'une seconde à parcourir ce câble de bout en bout. C'est incroyable de se dire qu'une des unités de mesure les plus communes dérive directement de la vitesse de la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ce jour-là, mesurer la vitesse de la lumière n'a plus de sens. On mesure juste des longueurs. La constante, elle, est verrouillée par un décret universel. Et le plus fou, c'est qu'à la fin des années 70, les chercheurs possèdent une valeur de C si précise qu'elle devient plus stable que la définition officielle du mètre. Mais bref, voilà comment un chiffre parti d'un soupçon antique a traversé lanterne, roue dentée et interféromètre pour finir couronné comme un étalon absolu. Mais cette histoire n'est peut-être pas terminée. Les expériences se font dans des labos, sur une planète modeste, loin des températures et des densités du jeune cosmos. Alors je dis jeune cosmos parce que je vous apprends rien, l'univers est infiniment grand. Mais c'est pas tout. En plus d'être totalement démesuré, il s'étend, et ce depuis sa naissance. Ce qui fait que la lumière que nous pouvons observer actuellement provient d'astres ou de phénomènes survenus il y a très longtemps. Et quand on associe le concept de temps à la lumière reçue de ces événements-là, on peut en déduire leur distance, de centaines d'années-lumière à plusieurs milliards d'années-lumière. Par exemple, la planète intrigante les chercheurs pour une existence potentielle de la vie se situera à 124 années-lumière, enfin plutôt la lumière de son étoile qui est réfléchie sur cette planète. Ça veut dire que si on veut s'y rendre, en supposant qu'on voyage à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible, eh bien il nous faudrait 124 ans. 124 ans pour une personne qui reste sur Terre. Pour nous, notre temps propre serait instantané. Mais le plus déroutant, c'est que 124 années-lumière, c'est très proche à l'échelle de l'univers. Mais recentrons-nous sur la célérité. On va maintenant aller voir plus profondément les paramètres de la première théorie d'Einstein, celle qui a absolument retourné le monde scientifique. Celle qui a été la première théorie à considérer la vitesse, le temps et les distances comme un tout. La théorie de la relativité restreinte. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous savez ce qu'est un postulat ? En réalité, c'est un peu comme une règle de base qu'on décide d'admettre sans preuve au départ, parce qu'elle semble tenir la route et surtout parce qu'elle permet d'expliquer plein de choses. Eh bien en 1905, un certain Albert Einstein pose 2 postulats qui vont littéralement retourner la physique moderne. Il publie un article devenu historique sur ce qu'on appellera la relativité restreinte. Et ce qu'il dit est simple, mais complètement révolutionnaire. Son postulat est le suivant. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement rectiligne uniforme. Autrement dit, si vous êtes dans un train qui roule à vitesse constante et que vous faites une expérience de physique, par exemple faire tomber un stylo, eh bien le résultat sera le même que si vous étiez chez vous, sur votre canapé. Aucun moyen de savoir si vous bougez ou pas, juste avec cette expérience. Pas de référentiel absolu. Et ça, c'est déjà énorme. Mais attendez, le deuxième postulat, c'est celui qui nous intéresse vraiment ici. Ce deuxième postulat dit que la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, peu importe leur vitesse ou celle de la source lumineuse. Et là, c'est le choc. Parce qu'en physique classique, si on est dans une voiture lancée à 100 km/h et qu'un moustique vole à l'avant à 10 km/h, alors pour quelqu'un immobile dehors, le moustique va à 110 km/h. Et c'est juste une addition de vitesse, logique. Mais imaginons qu'on soit dans un aéroport et qu'on marche sur un tapis à 5 km/h. Pour un observateur qui te regarde depuis le sol, tu avances donc à 10 km/h. Classique, ta vitesse s'ajoute à celle du tapis. C'est ce qu'on appelle l'addition des vitesses, et c'est comme ça que la physique classique établie par Newton fonctionne. Mais avec la lumière, et d'après le deuxième postulat, ce principe ne marche pas du tout. Cette fois-ci, on va imaginer qu'on est dans un vaisseau spatial lancé à 250 km/s, soit 83% de la vitesse de la lumière. On allume une lampe vers l'avant du vaisseau. D'après la physique classique, on s'attendrait à ce que la lumière parte à 300 km/s, plus ta propre vitesse. Eh bien non. Elle part à 300 km/s, pile. Pour toi, et aussi pour un observateur extérieur. C'est pareil. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est ce qu'on observe. Et c'est à cause de ça que toute notre conception du temps et de l'espace a dû être repensée quand la relativité restreinte est sortie. Parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, la relativité restreinte permet de créer un pont, un lien plus ou moins fragile entre la lumière, l'espace et le temps. Et oui, comme on l'a vu, le but d'Einstein était de tout plier pour faire en sorte que la vitesse de la lumière reste constante. Mais il l'a tellement fait que mathématiquement, la vitesse a un véritable impact sur le temps et l'espace. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps, ou la contraction des longueurs. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler,
Mais avant de vous dire exactement de quoi il s'agit, on va prendre un exemple parlant. On va s'imaginer à bord d'un vaisseau spatial. L'objectif, atteindre une planète située à 4 années-lumière de la Terre. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de K2-18b, en temps normal, à la vitesse de la lumière, il te faudrait 4 ans. Et ça, d'un point de vue extérieur. Mais on va accélérer, de plus en plus. Tellement qu'on va se rapprocher de la vitesse de la lumière. Alors pas tout à fait 100%, mais disons 99,999%. Et là, deux choses se passent. Deux effets extraordinaires de la relativité restreinte prédits qui ont été confirmés par des expériences. C'est la dilatation du temps et la contraction de l'espace. Mais alors, comment ça marche ? Eh bien, on va commencer avec la dilatation du temps. Depuis la Terre, les scientifiques voient ton horloge ralentir. Toi, de ton côté, tout te semble normal. Ton cœur bat à un rythme habituel. Tu manges, tu penses, tu vis comme d'habitude. Mais pour les gens restés sur Terre, ton voyage dure 4 ans. Alors que pour toi, il n'a peut-être duré que quelques semaines, quelques heures même. Alors c'est pas un bug, c'est juste une conséquence directe du fait que C ne peut pas changer. Et donc c'est le temps lui-même qui doit se tordre pour respecter ça. Alors pour le cas de la contraction de l'espace, c'est un peu différent. Dans ton vaisseau, cette planète située à 4 années-lumière semble beaucoup plus proche. Genre à quelques centaines de milliers de kilomètres. La distance est contractée dans le sens de ton mouvement. C'est comme si, pour te permettre de ne jamais dépasser la vitesse de la lumière, l'univers avait compressé la distance pour toi. Encore une fois, tout ça pour une seule raison, maintenir la vitesse de la lumière constante, pour tout le monde, tout le temps. C'est fou. Pour respecter les propriétés constantes qu'il a accordées à la vitesse de la lumière, Einstein plie littéralement l'espace-temps. Mais comment on peut en être sûr? Est-ce qu'il y a des expériences qui montrent par A plus B que c'est possible? On peut se dire que c'est bien joli sur le papier, mais où sont les preuves? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, on a pu démontrer ces deux phénomènes. Déjà, on a pu observer ces phénomènes notamment grâce aux muons atmosphériques. Alors c'est un mot qui peut paraître un peu barbare, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que quand des particules venues de l'espace, comme les rayons cosmiques, frappent notre atmosphère, elles créent des muons. Des particules qui ont une durée de vie ultra courte d'environ 2 microsecondes. Et ces particules-là arrivent à la surface de la Terre. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en 2 microsecondes, ces muons fraîchement formés passent de l'atmosphère à la surface de la Terre? Eh bien parce qu'en temps normal, même en allant presque à la vitesse de la lumière, elles ne devraient pas avoir le temps d'atteindre la surface. Mais elles y arrivent. Pourquoi? Eh bien parce que dans leur référentiel à elles, le trajet est beaucoup plus court. Dans notre référentiel à nous, leur temps est ralenti. C'est la relativité en action. Et ça, on le mesure. Mais en plus de pouvoir mesurer directement les muons qui arrivent à nos détecteurs, la relativité est utilisée dans les systèmes complexes comme les systèmes de guidage, essentiels aujourd'hui. C'est par exemple le cas des GPS. Et oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais le GPS ne fonctionnerait tout simplement pas sans la relativité. Et oui, parce que si on prend un peu de recul, les satellites tournent autour de la Terre à grande vitesse, et dans un champ de gravité plus faible. Et ce qu'il se passe, c'est que leur temps ne défile pas comme le nôtre pour toutes les raisons qu'on a pu voir. Et donc, sans correction relativiste, les GPS nous mettraient à des kilomètres de l'endroit où on se trouve réellement. Mais bon, tout ça, c'est en supposant que la célérité est constante. Mais comment on a pu en être sûr? Eh bien, pour vérifier la constante de C, on peut utiliser des cavités résonantes, cryogéniques. Ces instruments hyper précis permettent de tester la constante de C à des niveaux hallucinants. Et jusqu'à maintenant, aucune variation détectée. C reste stable, imperturbable, même quand on cherche la petite bête. Mais Einstein n'est pas le seul à avoir trouvé la valeur exacte de la vitesse de la lumière. Non, un autre physicien et mathématicien écossais se penchait sur son sujet sans même le savoir. Il l'a découvert en étudiant l'électromagnétisme. Et bien sûr, on va parler de James Clerk Maxwell. Au 19e siècle, il va écrire des équations qui décrivent comment les champs électriques et magnétiques interagissent. Et en résolvant ces équations, il trouve une vitesse naturelle de propagation pour une onde électromagnétique dans le vide. Et cette vitesse est d'environ 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière. Bon, je vous épargne son équation hyper complexe que moi-même je comprends pas. Maxwell a alors conclu que la vitesse de la lumière n'était pas juste une propriété magique, mais qu'elle découle directement des propriétés du vide lui-même. Mais bref, on a pu voir que dans l'univers d'Einstein, C est la limite sacrée, et que pour la préserver, l'espace et le temps eux-mêmes sont prêts à se tordre. Mais comme vous le savez, Einstein ne s'est pas arrêté à cette théorie-là. Non, en fait, il a repris son modèle de la relativité restreinte, il l'a retravaillé de 1907 à 1915 pour enfin sortir la théorie. Celle qui explique le plus de choses dans l'univers à ce moment-là, y compris la gravité, la relativité générale. Parce que si la relativité restreinte donne au monde une première idée de comment l'univers fonctionne, en pliant l'espace, le temps à la volonté de la célérité,
La relativité générale, elle, va dévoiler le rôle structurel de C. Mais comment? Eh bien ça, on va le voir petit à petit. J'essayais d'être le plus clair possible, mais accrochez-vous quand même. Comme on a pu le voir, Einstein décrit l'univers sous forme de l'espace-temps. Une toile où la courbure caractérise la gravité. Là-dessus, on est bien d'accord. Seulement voilà, en relativité générale, l'espace-temps n'est pas juste une toile passive sur laquelle évolue la matière et le rayonnement. Il est un acteur dynamique dont la géométrie est directement déterminée par la distribution d'énergie et de moments via les équations d'Einstein. En gros, dans cette théorie, C conserve son rôle fondamental de vitesse limite, mais il acquiert en plus une portée structurelle. Il structure la causalité de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, quand je dis C structure la causalité de l'univers, ça veut dire que toutes les relations de cause à effet, c'est-à-dire le fait qu'un événement A puisse influencer un événement B, sont déterminées par la vitesse limite C. Il est donc impossible d'envoyer une information, une particule ou une influence d'un événement A vers un événement B plus vite que C. En gros, aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. Concrètement, ça signifie que si on trace un cône de lumière autour d'un événement, une sorte d'arbre des possibles à partir de cet événement, en mode proba, tout ce qui peut être affecté par cet événement est dans le futur cône. Et tout ce qui peut influencer cet événement est dans son passé, à l'intérieur du cône passé. En dehors du cône, c'est impossible. A ne peut pas influencer B et B ne peut pas influencer A. Ils sont dits causalement déconnectés. On va imaginer qu'on est à un moment donné sur Terre. Dans ton cône futur, il y a les événements que tu peux atteindre avec un message, lumière, onde radio, etc. Et hors du cône, même si tu voyais un événement se produire très loin dans l'univers, tu ne pourrais jamais l'influencer instantanément, ou plus vite que la lumière. Ce que je tente de t'expliquer, c'est que C n'est pas juste une vitesse rapide, c'est de la limite physique en ce qui est causalement relié et ce qui ne le sera jamais. En relativité générale, où l'espace-temps est dynamique et courbé, c'est toujours localement la vitesse maximale. Et c'est C qui garde la structure causale, même dans un espace-temps compliqué, près d'un trou noir ou dans un univers en expansion par exemple. Donc, pour résumer très rapidement, C agit comme une barrière de la causalité. Rien ne va plus vite que C. Donc, pas d'influence instantanée et donc respect de la cause avant l'effet. Bon, je pense que là ça a été un peu compliqué. J'ai essayé de le dire avec d'autres mots plus simples. En gros, chaque événement dans l'espace possède un cône de lumière. À l'intérieur du cône, on peut envoyer un message ou être influencé. Sur le bord du cône, c'est la trajectoire que suivraient des rayons lumineux. Et à l'extérieur du cône, c'est trop tard ou trop loin. Tu pourras jamais y envoyer une information, même avec la lumière. Donc, ce n'est pas juste une vitesse rapide, c'est une frontière, une règle absolue qui sépare ce qui est possible de ce qui est impossible dans l'univers. On va prendre un exemple assez frappant, les trous noirs. Si tu es proche d'un trou noir, eh bien, les cônes de la lumière commencent à se pencher vers le centre, jusqu'à un point où même la lumière ne peut plus sortir. C'est l'horizon des événements. Donc la structure du cône de lumière dit ce qui peut s'échapper ou pas. Et c'est C, la célérité ou vitesse de la lumière, qui organise tout ça. Ok, du coup on a pu comprendre que rien ne va plus vite que la lumière et que C est une véritable frontière entre le possible et l'impossible. Mais est-ce que la lumière peut se déformer? Eh bien oui, même si localement, très proche de nous ou dans un référentiel libre, avec des bords infinis, la lumière se propage toujours à la vitesse C. La trajectoire de la lumière dans un espace-temps globalement courbe est déformée, courbée par la gravité. C'est comme si l'espace-temps agissait comme un drôle de verre déformant. Concrètement, quand un rayon lumineux passe à proximité d'un corps massif, comme le Soleil par exemple, il est dévié d'un certain angle calculable. On parle ici d'une simple déviation de lumière. Mais quand la lumière d'une galaxie lointaine passe très près d'une autre galaxie, qui sont eux donc des objets célestes beaucoup plus massifs, avec donc la gravité qui va avec, elle peut être déviée mais aussi déformée. C'est par exemple là qu'on verra des images multiples, des arcs, ou même des anneaux parfaits, qu'on appelle les anneaux d'Einstein. On parle alors d'optique ou de lentille gravitationnelle. Mais il existe encore un autre phénomène intriguant, un phénomène dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, le décalage vers le rouge gravitationnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour faire très simple, quand la lumière s'échappe d'une énorme masse, elle perd de l'énergie. Et pour compenser cette perte, le photon va s'alimenter avec sa propre énergie, ce qui va diminuer sa fréquence. Pour une onde sonore, une diminution de fréquence, ça signifie un décalage vers le grave. Mais pour une onde électromagnétique, comme la lumière, quand la fréquence diminue, la couleur du photon a tendance à rougir. Mais revenons à la célérité influencée par la gravité, donc par un espace-temps courbe. On peut aussi appeler ça la célérité en métrique courbe. Ces nouveaux postulats proposés par Einstein sont utilisés dans différents domaines d'application. On retrouve les satellites de tout à l'heure pour lesquels il faut corriger les signaux GPS qui subissent un décalage gravitationnel en quelques dizaines de microsecondes par jour. Parce que si on le fait pas, eh bien on peut avoir de grosses erreurs de localisation.
Mais on peut retrouver la relativité générale quand on envoie un signal radio vers une sonde spatiale. Le signal met un peu plus de temps à revenir quand il passe très près d'une planète massive. Par exemple, en 2003, des signaux radio envoyés depuis la Terre vers la sonde Cassini. Ils ont été retardés de façon mesurable par la courbure du Soleil. C'est aussi comme ça qu'on arrive à estimer la masse de certains astres. Mais encore une fois, est-ce qu'on est sûr des avancées d'Einstein? Est-ce qu'on a fait des expériences ou des observations qui valident la relativité générale? Eh bien là encore, oui. Depuis 100 ans, beaucoup d'expériences confirment qu'Einstein avait raison. Pour ce qui est de la déflexion de la lumière par le Soleil, elle a été mesurée dès 1919 par Eddington, pendant une éclipse. Mais comment? Eh bien, parce que les étoiles semblaient déplacées, parce que la lumière était courbée par le Soleil. En réalité, Eddington avait observé que la position apparente des étoiles proches du Soleil s'était déplacée d'environ 1,75 secondes d'arc, conformément aux prédictions d'Einstein. Bon, pour faire simple, une seconde d'arc, c'est une toute petite unité d'angle. C'est 1 sur 3600 d'un degré. C'est comme un mini bout d'angle très très fin. Aussi, grâce aux lentilles gravitationnelles, on a pu cartographier l'univers, qu'il soit observable ou non. Et oui, grâce aux télescopes comme Hubble et Euclide, on a pu détecter des milliers de cas où la lumière est déformée par des galaxies lointaines. On peut ensuite utiliser ces lentilles pour tracer la matière noire, qui serait invisible autrement. On peut aussi mesurer l'expansion de l'univers. Par exemple, l'amas de galaxies Abell 1689 génère des dizaines d'arcs d'arrière-plan, révélant la présence massive de matière noire. Pour faire très simple, un arc d'arrière-plan, c'est une image étirée d'une galaxie lointaine, déformée en forme d'arc par un effet de lentille gravitationnelle. Ici, par la matière noire. On peut aussi mesurer d'autres effets de la relativité générale, comme le décalage gravitationnel mesuré avec précision. Et ce, grâce à des horloges directement placées en orbite autour de la Terre. Parce que comme on a pu le voir, les horloges spatiales battent plus vite que celles au sol, dû à un effet gravitationnel bien précis qu'on a vu tout à l'heure. Et la mission française Pharaon, embarquée sur l'ISS très récemment, permet de mesurer cet effet ultra précisément. L'objectif de cette mission, c'est de comparer une horloge atomique refroidie par laser à bord de la station avec les horloges au sol, pour tester le décalage gravitationnel avec une précision d'environ 10 puissance moins 16. Et si tout va bien, on devrait avoir une validation extrêmement fine des prédictions de la relativité générale, dans un environnement en microgravité. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire sur la relativité générale, il faut savoir que la vitesse de la lumière, c, permet de structurer le lien entre cause et effet, dans tout l'univers. Elle reste une constante locale, même si l'espace-temps est déformé à très grande échelle par la masse des astres les plus massifs. Donc, en fait, la célérité dans la relativité générale permet surtout de délimiter la structure causale fondamentale via les cônes de lumière. Et elle est au cœur de nombreux tests expérimentaux qui confirment que la gravitation modifie la trajectoire et la fréquence de la lumière, sans jamais bien remettre en cause la constante locale de C. Et petit point important avant de continuer, est-ce que modifier C mettrait en danger le principe d'équivalence? Pour faire simple, le principe d'équivalence, c'est ce qui dit que localement, la gravité est équivalente à une accélération. Par exemple, un observateur en chute libre ne ressent pas la gravité autour de lui. Il se comporte comme s'il était dans l'espace, sans gravité. Maintenant, si on imagine que C varie, par exemple au tout début de l'univers, ça ne menace pas forcément le principe d'équivalence, à condition que cette variation de C soit très lente et très douce localement. Autrement dit, même si C changeait un peu à très grande échelle, tant qu'un petit observateur posé à un endroit précis ne détecte pas de variation immédiate de C autour de lui, le principe d'équivalence reste valide. C'est seulement si C variait brutalement d'un endroit à l'autre qu'on casserait l'équivalence, et donc qu'on remettrait en cause toute la structure de la relativité générale, ce qui remettrait aussi en cause notre vision complète de l'univers dans sa globalité. Bien, les bases sont posées. On a mis un peu de temps, mais au moins c'est très clair. Maintenant qu'on a vu comment la relativité générale fait de C un des piliers de l'univers et de sa causalité, et qu'on sait que toucher C c'est délicat, mais pas forcément destructeur, une question naturelle se pose. Et si C n'était pas toujours restée constante? Est-ce qu'on pourrait imaginer que C est varié dans tous les premiers instants de l'univers? Et surtout, pourquoi aurions-nous besoin d'une telle idée? Pour comprendre ça, il faut se pencher sur les grands problèmes cosmologiques que la relativité générale et le Big Bang standard ne parviennent pas à résoudre tout seuls. L'horizon cosmologique, la platitude, les monopôles, bref, on va tout décortiquer. Jusqu'ici, la relativité générale nous a permis de comprendre énormément de choses de l'univers. Comment il se courbe, comment il évolue, comment la gravité fonctionne. Mais quand on commence à s'intéresser aux tout premiers instants du cosmos, aux tout premiers battements du temps, eh bien, les problèmes majeurs apparaissent. Des choses que la relativité générale à elle seule n'explique pas complètement. Et ces choses-là, on va aller les voir une par une et analyser comment l'existence d'une célérité variable
aurait impacté sa compréhension. Et on va commencer tout de suite avec l'horizon du fond diffus cosmologique. Bon, on va remettre un peu de contexte. C'est quoi l'horizon du fond diffus cosmologique? Alors sans trop rentrer dans le détail, faut savoir que l'horizon cosmologique, c'est la limite de ce que l'on peut observer dans l'univers. Parce que la lumière des régions plus lointaines n'a pas encore eu le temps de nous atteindre, depuis le Big Bang. Je m'explique. L'horizon cosmologique, c'est un peu comme l'horizon sur la mer. On peut voir jusqu'à une certaine distance, mais pas au-delà, parce que ta vue est limitée. Et bah l'univers, c'est pareil. On ne voit que la lumière qui a eu le temps d'arriver jusqu'à nous, depuis le début de l'univers. Si un endroit est trop loin, cette lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Et donc, on ne peut pas le voir. C'est la limite de notre vision, l'horizon cosmologique. Mais comme on l'a laissé entrevoir, il y a un problème avec cet horizon. De loin, on n'en dirait pas un. On pourrait même croire que c'est normal ou logique. Mais quand on regarde un peu plus, la relativité vacille. Imagine qu'on regarde l'univers dans toutes les directions, comme si on tournait sur soi-même avec un thermomètre ultra précis. Eh bien on se rend compte que peu importe la direction, la température du fond cosmologique est strictement la même, avec des variations ridiculement petites de l'ordre de 0,00001%. Et là, on a un problème. Parce que la théorie standard du Big Bang, ces régions opposées du ciel sont tellement éloignées qu'elles n'ont jamais pu communiquer depuis le début de l'univers. Même à la vitesse de la lumière, l'information n'aurait pas eu le temps de voyager de l'une à l'autre pour homogénéiser les choses. On va imaginer deux personnes, hyper loin l'une de l'autre, genre des milliards de kilomètres de distance. Elles n'ont jamais pu parler, jamais échanger d'informations, puisque la lumière aurait mis plus de temps à voyager entre elles que l'âge de l'univers lui-même. Donc, elles n'ont jamais été en contact. Et pourtant, quand on regarde leur température, grâce au fond diffus cosmologique, qui est la plus vieille lumière de l'univers qu'on puisse voir, eh bien, elles sont exactement pareilles. Même température, même état, même trace du Big Bang. Mais comment ces deux endroits qui n'ont jamais communiqué peuvent-ils être aussi parfaitement identiques? Eh bien, c'est là qu'il est le souci. Normalement, sans communication, donc sans échange de chaleur, d'énergie ou encore de lumière, ils devraient être différents. Mais non, ils sont pareils. Et vient donc alors une autre question fascinante. Comment l'univers a-t-il fait pour que tout soit si uniformément chaud et lisse, alors que les différentes régions n'ont jamais été en contact? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, certains chercheurs se sont questionnés sur la forme globale de l'univers. Certains sont allés jusqu'à imaginer un univers totalement plat, de sorte à ce que tout soit réparti uniformément à la surface plate de l'univers. Un peu comme l'eau sur une table bien plate. Mais, encore une fois, il se trouve qu'on a un problème avec cette platitude. Mais qu'en est-il exactement? En réalité, quand on mesure l'univers aujourd'hui, il semble être très exactement plat. Il ne serait pas courbé vers l'intérieur comme une sphère, ni courbé vers l'extérieur comme une selle de cheval, mais plutôt plat, avec une immense nappe tendue à perte de vue. Et ça, c'est pas anodin. Parce que dans les équations cosmologiques, être plat est une situation extrêmement instable. Un tout petit écart dans les conditions initiales, et aujourd'hui, soit l'univers serait effondré sur lui-même, soit il serait devenu tellement étendu que toute la matière serait dissoute. C'est un peu comme marcher sur un fil d'équilibriste pendant 14 milliards d'années sans jamais tomber d'un côté ou de l'autre. Un fil où toute la robustesse peut nous garder en vie ou nous réduire à néant. Mais comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, l'univers et ses constantes sont étonnamment bien réglées, les unes par rapport aux autres. Le tout peut conserver cet équilibre qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais si dans les équations cosmologistes, un univers plat est synonyme d'instabilité, comment c'est possible qu'il ait duré 14 milliards d'années? Ce genre de question qui remet en cause la vie elle-même peut donner le vertige à plus d'une personne. Mais d'autres tentent d'y répondre en y intégrant encore d'autres éléments. Et oui, selon certaines théories, juste après le Big Bang, lors des grandes transitions d'énergie, l'univers aurait dû produire plein de particules exotiques, parmi lesquelles des monopôles magnétiques. Alors un monopôle magnétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu comme un aimant qui n'aurait qu'un seul pôle. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, un aimant a toujours deux pôles, nord et sud, négatif, positif, attracteur, répulseur. D'après les calculs, l'univers primitif aurait dû être rempli de ces objets-là. Mais encore une fois, problème. On n'en observe aucun, pas un seul. Aucun monopôle n'a été détecté malgré des décennies de recherche. C'est comme si une tempête de neige avait eu lieu il y a 5 minutes, mais que tu ne trouves aucun flocon par terre. Mais alors, où sont passés tous ces monopôles prévus par la physique théorique? Eh bien, comme on a pu le voir, la principale démarche scientifique, dans ces moments-là, est de répondre à une question en rajoutant des éléments qui pourraient expliquer ce qu'on recherche. C'est répondre à une question par une question plus précise. Répondre à un problème par un autre problème. Ici, pour tenter de répondre à l'absence totale de monopôle magnétique, des chercheurs se sont intéressés à la constante de structure fine, la constante de alpha. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh bien, la constante de structure fine, c'est une sorte de nombre magique qui règle la force de l'interaction électromagnétique. Elle est absolument fondamentale pour que les atomes existent,
et pour que la lumière interagisse avec la matière, ou même pour que les étoiles brillent. Bref, elle est hyper importante. Donc on pourrait se dire qu'avec un univers qui passe d'un état ultra chaud, ultra dense à froid et dilaté, ce genre de constante pourrait évoluer un peu au fil du temps. Mais non, toujours pas. Parce qu'on observe des galaxies vieilles de plusieurs milliards d'années, et qu'on analyse le fond diffus cosmologique. On retrouve toujours la même valeur de alpha à des précisions hallucinantes. C'est un peu comme si on avait une montre vieille de 13 milliards d'années qui donne encore l'heure exacte à la seconde près. C'est tout bonnement possible. Mais pourquoi certaines constantes fondamentales semblent-elles aussi rigides alors que tout l'univers a connu des bouleversements titanesques? Eh bien ça, on sait pas y répondre. D'ailleurs, c'est le sujet de ma dernière vidéo sur les constantes de l'univers. J'en ai parlé ici. Donc si jamais tu veux en savoir plus, t'as juste à cliquer sur le petit i qui s'affiche là. Bref, tout ça, on sait pas y répondre. Peut-être qu'en modifiant la valeur de la vitesse de la lumière, on pourrait trouver une réponse. Parce que c'est vrai que depuis Einstein, on plie l'espace et le temps pour que la célérité reste constante. Mais est-ce qu'elle ne serait pas là, notre erreur? Alors que faire? Tous ces problèmes montrent que quelque chose d'important a dû se passer dans les premiers instants de l'univers. Quelque chose qui a uniformisé la température, quelque chose qui a aplati la géométrie et éliminé les monopôles, qui a même stabilisé les constantes fondamentales. Mais quoi? Qu'est-ce qui a pu causer tous ces problèmes, si importants dans la compréhension de ce qu'on appelle l'univers? Eh bien, deux grandes idées ont été proposées. La première repose sur l'inflation cosmique. En gros, l'univers a connu une phase d'expansion ultra rapide juste après le Big Bang, ce qui a considérablement modifié sa structure interne et la répartition des différents éléments ou énergie dans l'espace. La deuxième idée, pour tout expliquer, serait d'admettre une vitesse variable de la lumière. C aurait pu être beaucoup plus grande au début de l'univers qu'aujourd'hui. Elle se serait stabilisée ensuite autour de la valeur qu'on lui a attribuée, soit environ 300 000 km/s. Bref, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est explorer ce panorama des théories VSL, découvrir qui a proposé quoi, comment, et surtout, pourquoi. Accrochez-vous, ça va devenir assez technique, mais promis, on va essayer de rester clair et simple. Quand on parle de VSL, Variable Speed of Light, on ne parle pas d'une seule idée. Mais comment ils s'y sont pris? Ça, on va le voir au fur et à mesure en passant en revue les plus grandes idées émergentes. Et on va commencer tout de suite par la première en date, initiée dans les années 90 par les physiciens Andreas Albrecht et Joe Macchio. Eux abordaient la variabilité de la vitesse de la lumière par des approches bien spécifiques, des approches phénoménologiques. En gros, la première façon de proposer une vitesse de la lumière variable, c'est d'être pragmatique. Par là, je veux dire qu'il n'y a pas besoin de tout révolutionner. On part des équations classiques et on modifie juste ce qu'il faut pour résoudre des problèmes précis. Et l'idée de ces deux physiciens était simple. Et si, dans les premiers instants de l'univers, la lumière allait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui? Parce que si la lumière allait beaucoup plus vite dans les tout premiers instants, alors les choses seraient bien différentes. Déjà, les différentes régions de l'univers auraient pu changer des informations plus rapidement, ce qui permet de résoudre en partie le problème d'horizon, cette homogénéité du fond cosmologique qui semble trop parfaite. Mais surtout, ça veut dire aussi que l'expansion de l'univers aurait pu être différente au début, ce qui réduit en fait le besoin d'une phase d'inflation cosmique ultra rapide. En fait, ce qu'il se passe avec cette approche, c'est que la vitesse de la lumière est posée comme une fonction du temps. Elle est très grande au début, puis elle ralentit jusqu'à atteindre la valeur qu'on mesure aujourd'hui. Une valeur stable qui serait devenue constante avec le temps. Alors c'est une solution élégante puisqu'elle modifie très peu de choses dans les équations, mais résout tout de même beaucoup de problèmes d'un coup. Parce que comme on va le voir, il y a d'autres théories qui sont beaucoup plus brutales. Et dans ce type de théorie-là, on retrouve les théories bimétriques, développées par le physicien danois Moffat. Seul au début, puis rejoint par Clayton. Alors là, je vous préviens, on passe à une approche beaucoup plus radicale. Parce qu'en fait, les idées bimétriques partent de l'idée que deux géométries pourraient coexister dans l'univers. Une pour la matière, donc ce qu'on observe, les galaxies, les planètes, tout ça, et une autre pour la lumière. Autrement dit, la lumière ne se propagerait pas de la même manière que la matière. Dans ce cadre, la vitesse de la lumière ne serait pas la même que la vitesse limite imposée aux objets matériels. Il y aurait donc deux vitesses fondamentales différentes selon ce qui se déplace. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Déjà, ça permettrait à la lumière d'aller plus vite que la matière dans certaines phases de l'histoire de l'univers. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines régions de l'univers semblent si uniformes. Si on en croit cette théorie, la lumière aurait eu le temps d'homogénéiser les choses avant que la matière ne suive. Bref, s'il faut retenir quelque chose des théories bimétriques, c'est que comme leur nom l'indique, il y a deux métriques, deux vitesses, et un univers beaucoup plus complexe sous la surface qu'on ne le voit. Une autre théorie hyper intéressante quand on parle de variation de la célérité, c'est la théorie interne du champ scalaire. Alors ici on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, mais on va essayer de vulgariser au maximum. Dans certaines théories, la vitesse de la lumière n'est pas juste fixée dans l'espace-temps. Elle dépend d'un champ scalaire, noté phi, et éventuellement du temps.
Alors c'est quoi un champ scalaire? Pour faire simple, un champ scalaire, c'est tout simplement une valeur numérique qui est définie à chaque point de l'espace et du temps. Imagine un gigantesque univers où, à chaque endroit, on colle une petite étiquette avec un seul chiffre dessus. Ce chiffre peut changer en fonction de l'endroit, dans l'espace, et ou du moment, dans le temps. C'est donc ça le champ scalaire. En gros, dans notre cas, le champ scalaire phi est une sorte de grandeur invisible, qui peut changer avec le temps ou selon l'endroit dans l'univers. Et la vitesse de la lumière, elle, ce serait une fonction de phi. Elle pourrait donc en dépendre, ce qui pourrait causer des variations naturelles au fur et à mesure que phi évolue. Alors c'est une manière plus fine de faire varier la lumière. C'est pas un grand coup de marteau où C change brutalement, mais un glissement progressif lié à des dynamiques plus profondes encore. Ce genre d'idée est complexe à manipuler, parce qu'il faut intégrer phi dans toutes les équations de la cosmologie. Mais il a l'avantage de proposer une explication continue et naturelle de la variabilité de C. Enfin, si elle est avérée. Bon, on fait une toute petite pause parce que c'est vraiment des concepts relativement durs à comprendre. Alors faut savoir que ces théories sont spéculatives et ne touchent pas au fondement de la physique moderne, jusqu'à la théorie des variations de Lorentz dans la gravitation quantique. Le principe de Lorentz est directement issu de la relativité restreinte, et ce principe dit que les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde, peu importe la vitesse ou la direction dans laquelle on se déplace. Ce principe est sacré depuis Einstein. Mais certaines théories de la gravitation quantique, donc celles qui essaient d'unifier la relativité générale et la mécanique quantique, envisagent que ce principe pourrait être violé à des échelles extrêmes. Par exemple, dans la gravitation quantique à boucle, il se pourrait qu'à toute petite échelle, la structure de l'espace-temps soit granuleuse, et que du coup, la vitesse de la lumière puisse directement dépendre de l'énergie des photons. Autre exemple, dans la théorie de Horava-Lifshitz, l'espace et le temps sont traités différemment à haute énergie, ce qui pourrait induire une vitesse de lumière variable. Mais bref, l'idée commune ici, c'est que dans certaines conditions extrêmes, C ne peut plus être tout à fait la même. Mais bon, forcément, toucher à une constante aussi fondamentale que C, ça a des conséquences énormes. Déjà, si C varie, il faut revoir comment on conserve l'énergie dans l'univers, ce qui sera absolument pas évident. Aussi, en physique des particules, on a juste les théories pour éviter les infinis. Avec une vitesse de la lumière variable, il faudrait tout réadapter. Et bien sûr, une modification de C au cours du temps impacterait forcément les équations de Friedmann. Alors, à quoi servent ces équations? Eh bien en fait, elles décrivent comment l'univers s'étend dans le temps. Si C varie, ces équations doivent être modifiées, ce qui change totalement notre compréhension de la naissance, de l'évolution et même du futur de l'univers. Bon, pour faire simple, sur les différentes théories qu'on vient de voir, c'est qu'une VSL ou variation de C implique un remodelage profond de toutes nos connaissances sur la cosmologie moderne. Toutes ces théories, toutes ces idées audacieuses qui proposent une lumière variable, aussi fascinante soit-elle, ne peuvent pas rester des spéculations suspendues dans le vide. Dans la grande arène de la science, ce qui compte à la fin, ce n'est pas seulement ce qu'on peut imaginer, c'est ce qu'on peut mesurer. Et pour trancher, l'univers nous envoie parfois des signaux, des lueurs venues du passé, des phénomènes rares, presque uniques, qui, en quelques secondes, peuvent bouleverser des décennies d'hypothèses. Alors forcément, la question arrive. Si la vitesse de la lumière avait vraiment changé, est-ce qu'on n'en verrait pas déjà les traces? Eh bien justement, il y a des lieux dans l'univers, des instants précis, où la lumière a laissé un témoignage. Des quasars à des milliards d'années-lumière, des étoiles qui explosent en silence, ou encore une onde gravitationnelle détectée pour la toute première fois en même temps qu'un flash de lumière, un matin d'août 2017. Ces événements, ce sont nos détecteurs à grande échelle. Ils n'ont rien demandé, ils ont juste existé. Mais ils transportent avec eux des informations précieuses, des preuves, des écarts ou des confirmations. Et aujourd'hui, on est capable de les lire. Alors pour comprendre si ces théories VSL tiennent la route, on va maintenant plonger dans les données. On va suivre les indices, on va revivre les grands tests du réel, ceux qui tracent, sans qu'on le sache, les frontières du possible. Et si je vous parle d'août 2017, eh bien c'est parce qu'on a pu détecter quelque chose de fascinant. Mais reprenons l'histoire depuis son début. On est le 17 août 2017, une date comme une autre pour la plupart des gens. Mais dans certains observatoires, une alerte silencieuse vient briser la routine. À 12h41, heure UTC, les détecteurs LIGO et Virgo enregistrent une onde gravitationnelle, un frémissement de l'espace-temps, provoqué par la fusion de deux étoiles à neutrons à environ 130 millions d'années-lumière. On la baptisera GW 170817. Et là, exactement 1,7 secondes plus tard, quelque chose d'incroyable. Un flash lumineux, un sursaut gamma arrive sur Terre. Lumière et gravité ensemble. C'est la première fois dans l'histoire de l'astronomie que deux messagers cosmiques, l'un fait d'espace-temps, l'autre de photons, nous parvenaient presque au même moment, du même événement depuis une distance intergalactique. Et ce minuscule écart de 1,7 secondes comparé aux 130 millions d'années-lumière de trajet, ça permet de poser une limite ultra précise
sur l'éventuelle variation de la vitesse. Autrement dit, si la vitesse de la lumière varie, elle ne varie pas beaucoup. De l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres secondes. Ou alors, pas dans ce genre d'événement en tout cas. Mais continuons. Dans une autre branche de la recherche, on regarde des objets encore plus lointains. Les quasars. Ces noyaux galactiques ultra-lumineux brillent depuis les premiers âges de l'univers. Leur lumière traverse des milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Et en chemin, elle interagit avec des nuages de gaz. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, ces interactions laissent des lignes d'absorption dans le spectre lumineux, qu'on peut analyser avec une précision chirurgicale grâce à la spectroscopie, une technique d'identification moléculaire basée sur un spectre lumineux. Et ce que certains chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont comparé ces spectres anciens avec ceux produits ici, aujourd'hui, en laboratoire. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils permettent d'estimer la valeur d'une constante fondamentale. La constante de structure fine, notée alpha, qu'on a vu un peu plus tôt. Et cette constante-là dépend directement de la vitesse de la lumière. Si alpha a changé au cours du temps, alors peut-être que C aussi. Des résultats controversés sont apparus. Certains chercheurs, comme John Webb, affirment avoir détecté un léger écart, suggérant une variation de alpha dans certaines directions du ciel. D'autres équipes, plus prudents, n'ont rien vu du tout. La question est toujours ouverte, mais l'idée est claire. Le ciel agit comme un laboratoire à grande échelle. C'est là qu'on peut tester la constante des lois de la physique sur des milliards d'années. Mais il est possible de remonter encore plus le temps dans l'univers. Pour ça, il suffit d'aller voir la lumière la plus ancienne de l'univers, le fond diffus cosmologique, émis environ 380 000 années après le Big Bang. Ce rayonnement, il transporte la mémoire de l'univers jeune. Et il ne se contente pas d'être là, il est structuré. Il possède des oscillations, des pics que l'on peut analyser dans ses variations de température. Et encore une fois, la position de ces pics dépend entre autres de la vitesse à laquelle les perturbations dans le plasma primordial pouvaient se propager. Et cette vitesse, à son tour, dépend de la vitesse de la lumière. Comme quoi, tout est lié, la boucle est bouclée. Et on retrouve aussi ce phénomène dans d'autres périodes clés de l'univers, comme pour la nucléosynthèse primordiale par exemple, qui est le moment où les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium se forment. Si C avait été différent à cette époque, les proportions de ces éléments-là seraient modifiées. Seulement voilà, on mesure ces proportions aujourd'hui et elles sont très bien calées avec ce qu'on attend. Si la lumière allait à la même vitesse qu'aujourd'hui. Donc là aussi, pas de trace nette de variation. Mais pas besoin d'aller dans l'espace pour tester tout ça. Sur Terre, on a aussi des outils pour. Des outils si communs qu'on les oublierait presque. Les horloges. Bon, là, on va parler d'horloges optiques. Mais peut-être que vous avez déjà vu là où je voulais en venir. Ce sont des horloges normales, à l'exception près que les horloges optiques modernes sont d'une précision incroyable. Elles perdent moins d'une seconde, tous les 30 milliards d'années. Et en comparant plusieurs horloges réparties à différents endroits, on peut tester si la lumière ou les constantes qui lui sont liées varient avec le temps, l'altitude ou encore d'autres paramètres. C'est ce qu'on appelle tester le principe d'invariance locale, ou LPI, qui garantit que les lois de la physique ne changent pas d'un endroit à un autre. Et encore une fois, pour l'instant, les mesures sont limpides. Aucune variation détectée. À ce jour, malgré des observations de plus en plus précises, on n'a aucune preuve directe que la vitesse de la lumière a changé, même de façon infime. Mais l'intérêt de ces tests, c'est aussi de poser des bornes. Des limites qui disent aux théoriciens, si vous imaginez une lumière variable, il faut qu'elle reste dans cette marge. Sinon, vos modèles sont exclus. Et même si aucune anomalie flagrante n'a encore émergé, la recherche continue. Parce que plus on affine les mesures, et plus on pousse la frontière de ce qu'on peut exclure. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un événement imprévu, un flash oublié ou une particule étrange viendra faire vaciller le dôme. Mais au fond, si la lumière allait plus vite au début de l'univers, qu'est-ce que ça change exactement? Parce que, comme on l'a vu un peu plus tôt, un des grands mystères de l'univers, c'est cette homogénéité extrême du fond diffus cosmologique. Deux régions de l'univers séparées par des milliards d'années-lumière qui ont exactement la même température, alors qu'elles n'ont, en théorie, jamais été en contact. C'est le fameux problème de l'horizon qu'on a abordé tout à l'heure. La réponse classique à ça, c'est le modèle de l'inflation cosmique, un épisode d'expansion ultra rapide juste après le Big Bang, qui aurait donc étalé les régions en contact pour expliquer cette homogénéité. Bon, ça commence à être connu et c'est pas une grosse découverte en soi. Mais il faut pas oublier que cette inflation reste un atout théorique. Et certains physiciens se demandent s'il n'y aurait pas une autre explication, peut-être plus naturelle. Et c'est là qu'intervient l'idée du VSL. Et si tout simplement, la lumière allait plus vite au début de l'univers, si sa vitesse était, disons, des milliards de fois plus grande qu'aujourd'hui, la lumière aurait eu le temps d'uniformiser la température, avant que l'expansion ralentisse tout. Plus besoin d'un mécanisme d'inflation. Pas d'horizon cassé, pas de phase exotique après le Big Bang. Cette idée permet de garder l'univers en contact sans ajouter une phase encore hypothétique. Maintenant, imagine,
cette lumière ultra rapide au début de l'univers, ce n'est pas juste un détail technique, c'est ce qui gouverne l'apparition des toutes premières irrégularités dans la soupe primordiale. Ces petites variations de densité, ce sont elles qui ont permis à l'univers de ne pas rester parfaitement lisse. Elles sont les graines des galaxies, des étoiles, de tout. Dans le modèle inflationnaire classique, ce sont de toutes petites fluctuations aléatoires, des sortes de tremblements quantiques, qui, pendant l'expansion ultra rapide de l'univers, ont été étirés et amplifiés pour devenir les structures qu'on voit aujourd'hui. Mais dans les modèles où la vitesse de la lumière varie, c'est justement le fait que la lumière ralentit ou s'accélère dans le jeune univers qui change la manière dont ces fluctuations se propagent et évoluent. Autrement dit, c'est la lumière elle-même qui redessine les bosses et les creux de la matière dans l'univers. Concrètement, les fluctuations s'étendent différemment en fonction de la vitesse de la lumière. Et donc, les structures qu'on observe aujourd'hui, comme les amas de galaxies, les filaments cosmiques, portent peut-être encore les marques d'un passé VSL. C'est comme si l'univers avait utilisé une autre note de musique pour composer son grand orchestre. Certains pensent qu'il pourrait constituer une partie de la matière noire, ou même être à l'origine de certaines ondes gravitationnelles qu'on détecte aujourd'hui. Et puis, il y a un autre problème que VSL pourrait aider à résoudre, celui de la baryogénèse. Alors, c'est quoi ça encore? C'est simplement le fait que l'univers contienne plus de matière que d'antimatière. Les modèles VSL modifient les symétries fondamentales de la physique. Ça peut permettre des déséquilibres plus importants dans les premières réactions de l'univers, et donc expliquer pourquoi on est là. Une dernière conséquence cosmologique, et pas des moindres, concerne les autres constantes fondamentales. Parce que si C varie, alors les constantes qu'on considère comme dérivées de C, comme la constante gravitationnelle, la constante de Planck ou la charge élémentaire, pourraient aussi changer de valeur dans certains modèles. Et là, c'est l'ensemble de la physique, de la mécanique quantique à la gravité qui peut être affecté. Mais attention, tous les modèles VSL ne supposent pas que tout varie. Certains considèrent que seul C évolue et que les autres constantes restent fixées. D'autres imaginent des variations coordonnées pour conserver les mêmes lois globales. Alors c'est un terrain assez glissant, mais potentiellement très propice à l'apparition d'une nouvelle physique. Mais bon, il est temps de quitter les sphères cosmiques pour revenir sur Terre. Si un jour on prouve que la vitesse de la lumière peut varier, même très légèrement, eh bien ça aurait un impact concret. Mais lesquels? Déjà, d'un point de vue pratique, la définition même du mètre, aujourd'hui, est basée sur la vitesse de la lumière, comme on l'a vu. Eh bien ça serait amené à être modifié. Et ce serait donc un bouleversement dans tout le système international d'unité. Aujourd'hui, si C varie, même très faiblement, ça pourrait affecter la précision des signaux envoyés dans l'espace. Ça serait donc très problématique pour la communication et la navigation spatiale. Et en communication quantique, où la vitesse de propagation joue un rôle clé, une telle variation serait une révolution. Une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que les chercheurs tentent déjà de simuler des conditions VSL à petite échelle, via des cristaux photoniques par exemple. Ces environnements permettraient d'observer des comportements similaires à ceux de particules dans l'espace, où C n'est pas constant. Mais si jamais on y arrive, comment on le saura? Eh bien tout simplement grâce aux horloges atomiques bien sûr. Parce que les futures horloges ultra précises pourraient détecter des variations locales ou temporelles de C, ou alors des dérivés comme alpha, qui est la constante de structure fine. Et ces outils deviennent des détecteurs indirects primordiaux de nouvelles physiques. Mais je tiens à rappeler que les théories VSL restent des théories qui, plus est, ne font pas l'unanimité. Elles suscitent débat dans la communauté scientifique, et c'est bien normal. On parle quand même d'une possible variation d'une constante, autour de laquelle notre monde scientifique s'est construit. Merci Einstein, mais est-ce qu'il est possible de faire varier C sans saper toute l'architecture de ce savant? Eh bien, certains pensent que oui, à condition de reformuler les équations ou d'envisager des cadres où C varie tout en conservant une cohérence locale. Certains reprochent au modèle VSL de manquer de falsifiabilité claire, ou d'introduire des hypothèses un peu inappropriées, juste pour faire coller la théorie aux observations. Dans tous les cas, on a beaucoup de chercheurs qui se penchent sur cette question. Et c'est surtout grâce à eux que des instruments très spécifiques ou encore des réseaux satellites optiques comme ceux de l'ESA pourraient encore apporter de nouvelles contraintes sur C, ou peut-être détecter des premières anomalies. Mais au fond, ces recherches s'inscrivent dans un but plus grand, celui de construire une nouvelle physique unifiée, qui relierait enfin la relativité générale et la mécanique quantique. Si la variation de la vitesse de la lumière est une clé pour décoder ce mystère, alors qu'il en soit ainsi. On touche ici aux limites de ce qu'on sait, et à ce que l'on pourrait découvrir demain. La vitesse de la lumière n'est peut-être pas gravée dans le marbre, mais si elle varie, alors c'est tout l'univers qu'il faut repenser et réécrire. Mais après tout, la science a toujours avancé ainsi. Un pas dans l'inconnu, un regard vers les étoiles. Mais au fond, derrière toutes ces théories, derrière tous ces débats et ces tests, de plus en plus précis, une question demeure. Est-ce qu'on est vraiment prêt
à remettre en question ce que l'on pensait être immuable. Est-ce que l'univers joue avec des règles fixes? Ou est-ce qu'il nous cache encore des tours dont on n'a même pas idée? Eh bien ça, il faudra attendre les progrès scientifiques à venir ou tomber sur des observations qui chambouleront tout. Alors on a vu beaucoup de choses ici et qui sont parfois très complexes. Bon, déjà ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que quand la lumière vacille, c'est l'univers tout entier qui tremble. On a pu voir que la vitesse de la lumière, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est un pilier de la physique moderne, le cœur battant de nos équations, de notre compréhension du temps, de l'espace et même de la réalité elle-même. Depuis l'Antiquité, l'humanité s'est interrogée sur la nature de la lumière. Des premières intuitions grecques aux expériences révolutionnaires de Fizeau, Foucault et Michelson ont appris à la mesurer, à la définir, jusqu'à en faire en 1983 une constante fondamentale qui fixe la longueur du mètre. Mais ce n'était qu'un début, parce qu'au XXe siècle, c'est devenu la clé de la voûte de la relativité restreinte. Einstein a posé que sa valeur était invariante, dans tous les référentiels, ce qui a bouleversé notre conception du temps et de l'espace. On a vu que cette hypothèse n'était pas seulement théorique, elle a été confirmée chaque jour par des expériences comme la désintégration des muons atmosphériques, ou alors le fonctionnement du GPS. Pourtant, malgré tout ça, les modèles VSL osent remettre en question cette stabilité. Pourquoi? Eh bien parce que certains mystères cosmologiques, comme le problème de l'horizon, la platitude de l'univers ou la formation des structures et j'en passe, restent inexpliqués dans le cadre classique. Et si une variation de C dans les premiers instants du cosmos pouvait résoudre tout ça, sans invoquer une inflation soudaine, ni modifier notre physique trop brutalement. C'est l'audace des théories VSL. Elles viennent sous différentes formes, les modèles phénoménologiques, les géométries bimétriques, les champs scalaires dynamiques ou les violations subtiles des symétries de Lorentz. Elles font surgir des implications démesurées, des trous noirs primordiaux, une baryogénèse revisitée, des modifications possibles, des constantes fondamentales, bref. Elles soulèvent aussi des défis de cohérence et des critiques sérieuses. Mais elles ouvrent des perspectives inédites, vers de nouvelles méthodes de mesure, des technologies de rupture et surtout vers une réunification des lois de l'univers. Peut-être qu'un jour, en découvrant qu'elles varient, au lieu de rester figées, nous comprendrons enfin ce que l'univers tente de nous dire depuis le début. Et j'imagine que peut-être cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur l'écoulement du temps dans l'univers. Si jamais vous n'avez pas vu une de mes dernières vidéos sur le sujet, elle s'affiche juste ici. Sinon je vous mets une playlist ici, vous pouvez la lancer et vous allez forcément tomber sur une vidéo que vous aimez bien parce que j'ai mis les meilleures vidéos de ma chaîne ici. Vous la lancez, vous posez, vous écoutez et c'est cool. Merci infiniment d'avoir suivi cette énorme vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire comment vous regardez mes vidéos et surtout merci infiniment à toutes ces personnes qui rejoindront la chaîne juste après cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était Zebrodos, bye.